L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 26, Jean-Michel Oprendec, une carrière aux multiples facettes au service du sport français, seconde partie. Parmi ces compétences intrinsèques individuelles, il y a peut-être chez toi une certaine appétence aussi pour ce qu'on peut appeler le leadership. Ce qu'on sent avec ton poste suivant, puisque tu intègres le CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français, et tu deviens directement directeur du département de la mission olympique. Absolument, oui. Est-ce que tu peux parler un peu des circonstances en fait, de cette nomination et de ce que tu y as fait ? C'était un gros poste qui a rendu fou le rage d'ailleurs le président de la Fédération d'escrime qui m'avait viré. Et j'ai été embauché par le grand président qui était Nelson Payou. Voilà, au départ de mon prédécesseur qui était donc Henri Courtine, le fameux judoka qui avait été directeur national de la Fédération de judo. Et donc, alors là, je dois dire comment ça s'est passé parce que finalement, ce sont mes amis de la préparation olympique qui venaient d'être créés donc en 88, avec Pierre Guichard, Jean-Paul Zobut et Bernard Borandi, qui étaient tous trois d'anciens DTN et qui étaient des collègues, qui ont proposé à Christian Bergelin donc d'abord de me mettre au ministère et puis ensuite d'intégrer le comité olympique à la place d'Henri Courtine. Alors là, je me suis retrouvé dans une situation, euphorisante dès lors que le comité olympique, c'est vraiment le gestionnaire de l'ensemble des équipes de France. Sur le plan de l'engagement aux Jeux Olympiques et sur le plan de l'organisation de la délégation aux Jeux Olympiques et de la présence de la France aux Jeux Olympiques, sélections étant aussi, qui sont des sélections fédérales et des sélections du comité olympique et du ministère associé. Voilà. Alors là, je me suis régalé en participant aux Jeux Olympiques, donc systématiquement en tant que chef de mission adjoint de la délégation, dans la mesure où le chef de mission était un dirigeant du comité olympique et le grand chef alors ça c'était le chef de mission, et le chef de la délégation olympique était le président du comité olympique systématiquement. Voilà. Alors moi j'étais à un poste que j'appellerais stratégique sur le plan administratif, sur le plan de la gestion. Évidemment, on n'était pas sur l'entraînement, mais ça n'empêche que le directeur du département de haut niveau du comité olympique, c'est un poste important qui était bien supérieur au poste que j'avais quand j'étais directeur national. Voilà. Et là, je me suis régalé à fréquenter l'international, parce que j'ai fait partie aussi de commission du CIO, donc qui réfléchissait sur les Jeux Olympiques. Et puis j'ai eu donc beaucoup de contacts avec mes confrères étrangers. Et ça, c'est un monde que j'ai absolument apprécié. Et puis surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que tout mis bout à bout, donc les Jeux Olympiques d'été et d'hiver, j'étais présent à 13 Jeux Olympiques. Alors là, c'était les Jeux Olympiques, je peux en parler par rapport au cérémonial, par rapport à l'atmosphère, par rapport à la différence donc de pays à pays, par rapport aux performances évidemment, par rapport à cette magie qui est en fait cette grande fête qui est très particulière. Les premiers Jeux Olympiques auxquels j'ai participé, mais c'était dans le cadre de la fédération, c'est en 1976 à Montréal. Voilà. Et là, c'était des jeux, c'était la magie. Les premiers, c'est comme la première femme, on s'en rappelle toujours. Voilà, j'ai aimé, j'ai adoré cela. Et puis là aussi, donc dans ma carrière, il y a eu des fractures. Voilà, et donc là aussi, j'ai quitté le comité olympique parce que ça a été l'objet d'une fracture, c'est-à-dire que je me suis présenté à la présidence de la Fédération française d'escrime.
Or, un des vice-présidents du comité olympique était le fameux président donc, de l'escrime, Pierre Abric. Voilà, alors je me suis présenté, ça n'a pas passé, mais Pierre Abric a dit au président du comité olympique de l'époque, c'est-à-dire Henri Sandour, je te préviens, si tu gardes Jean-Michel, donc je ne voterai pas pour toi. Il lui a fait du chantage. Donc, parce que j'avais osé, crime de lèse-majesté évidemment, alors que j'étais président du Racing Club de France, donc au niveau de la section escrime. Hein. Donc j'étais tout à fait légitime, comme tout un chacun dans ce pays, pour se présenter à la présidence de la République, n'est-ce pas? Donc moi, ce n'était que la Fédération française d'escrime. Donc, et il a fait ce chantage auquel a cédé Henri Serrandour. Voilà. Et donc Henri Serrandour m'a convoqué, m'a dit, oui, tu comprends Jean-Michel? J'ai dit... Alors, avec mon caractère, je lui ai dit, t'inquiète pas, je m'en vais. Très bien. Bon. Et là aussi, je me suis encore retrouvé suspendu dans le vide. Voilà. Sauf que le ministère, bon, on critique souvent les institutions, le ministère, l'État, etc. Le ministère m'a récupéré donc, et m'a confié, c'était Guy Dru, le poste de secrétaire général de l'Institut national des sports. C'est comme ça que je suis arrivé à l'INSEP. Voilà, alors c'est une partie qui m'intéresse tout particulièrement, hein, puisque pour l'anecdote, tu as été mon premier secrétaire général. C'est un poste qui n'existe plus aujourd'hui, ou alors on lui donne un autre nom. Aujourd'hui, on a 2 directrices générales adjointes. L'INSEP, donc, tu arrives en 1997, tu y resteras jusqu'à 2001, et il me semble que tu gardes un excellent souvenir de ce passage chez nous. Alors, pour moi, l'INSEP, je dirais, si j'examine en fait mon parcours, qu'est-ce qui m'a vraiment plu? Donc, alors, je dirais tout d'abord, donc, mon poste de directeur technique national de l'escrime, c'était dans mon sport, où j'ai aimé donc, la capacité de créativité que j'avais. Voilà, tout à l'heure, tu l'as un petit peu abordé. D'aucuns disaient, mais Jean-Michel, il aime les diriger, etc. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que dans ce pays, si tu n'es pas président, secrétaire général ou directeur de quelque chose, on ne t'écoute pas obligatoirement et tu n'as pas obligatoirement les 4 mètres d'atout pour essayer de faire évoluer. Je dis bien évoluer parce que moi, à chaque fois que j'ai pris un poste, je me suis inscrit dans la continuité et j'ai apporté quelque chose de plus. C'est-à-dire que je n'ai pas cassé donc l'existant. Et quand tu es aux affaires et quand tu es le patron, entre guillemets, évidemment, à ce moment-là, voilà. Bien. Je me suis retrouvé comme ça donc dans la plupart de mes postes, mais à l'Institut national des sports, donc je me suis retrouvé dans une situation, disons, qui m'a bouleversé. À savoir que je me suis retrouvé de l'autre côté du miroir, parce qu'en tant que secrétaire général, j'étais dans la gestion administrative, et j'étais aussi directeur des ressources humaines. Voilà, c'est-à-dire le recrutement, le positionnement des postes, etc. J'ai donc eu la responsabilité d'une population qui est la population qui est de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire aussi bien des ouvriers que des femmes de ménage, que le personnel enseignant d'ailleurs. Voilà, donc... là, ce n'était pas les paillettes, la lumière, les champions, le panache, hein. C'était ceux qui font marcher la machine et qui, donc, ne sont pas dans la lumière. Et j'ai eu la responsabilité de ces gens-là. Et donc, là, j'ai eu, je te le disais, je crois, tout à l'heure, donc, une autre façon de voir les choses, déjà, premièrement, en découvrant que derrière tout ce que j'avais vécu, il y a des gens qui sont là, des gens formidables d'ailleurs, donc des gens modestes, en toute humilité, dont on ne parle pas, donc qui sont dans l'ombre. Voilà. Et je les ai aimés, je les ai aidés. Voilà. J'ai fait donc œuvre de sévérité et de rigueur quand il le fallait par rapport à certains, parce que bon, les dérives, ça existe aussi, mais j'ai beaucoup aidé aussi ce personnel et ça, c'est donc le deuxième poste dans lequel je me suis régalé. Le premier, c'était mon poste de directeur technique national, donc à l'escrime. Et le deuxième, c'est quand même l'Institut national des sports qui avait si peu à voir avec le sport de haut niveau. Voilà, donc je place même ça devant le poste que j'ai eu donc, au comité olympique. Parce que le comité olympique, c'était de la gestion, c'était quelque chose de magique aussi, mais là, donc, j'ai touché à l'humain. Et il n'y a rien de plus fondamental que l'humain. D'ailleurs, on salue Michel Chauveau, hein, qui était le directeur à l'époque,
qui est déjà passé par le oui, je tiens à en parler, ça. Parce que, en fait, je disais qu'au niveau de l'escrime, à un moment donné, j'ai eu un président avec lequel ça n'a pas marché. J'en avais un préalablement qui me laissait tout simplement faire. Mais là, à l'Institut national des sports, en tant que secrétaire général, donc j'étais numéro 2 dans la hiérarchie. J'avais un patron au-dessus de moi. Bon, le patron s'appelle Michel Chevaux. On s'est remarquablement entendu. Voilà, et Michel, donc, me laissait bosser et me laissait prendre mes responsabilités, alors que, accroche-toi et accrochez-vous, il m'a reçu comme un chat dans un jeu de quilles. Parce que quand il a pris le poste de directeur de l'INSEP, donc de façon concomitante, le ministre qui l'a nommé, c'est-à-dire Guy Dru, lui a dit « Bon, vous faites ce que vous voulez, mais donc vous allez prendre comme secrétaire général Jean-Michel Oprendec. » Et Michel Chevaux, qui a un caractère extrêmement trempé, donc n'a rien dit, mais quand on lui impose quelqu'un, ça ne lui convenait pas. Alors Michel, je l'appelle d'ailleurs le moine soldat, parce qu'il a beaucoup de rigueur, beaucoup de valeur, etc. Et quand il me reçoit pour la première fois, donc il est tout à fait au fond de son fauteuil, complètement en retrait, et il me dit « Oui, bon, le ministre m'impose de vous prendre, vous êtes connu dans le monde du sport, moi je le suis pas, et donc ça va pas se passer obligatoirement bien. » Alors, et moi je dis « Mais écoutez, c'est très simple. Premièrement, si je suis secrétaire général, donc je resterai à ma place. Je n'interviendrai pas sur le sport de haut niveau qui est votre domaine. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai respecté, j'étais loyal. Voilà. Bon, par contre, bon, si vraiment ça ne vous convient pas, bon, on en reste là. Donc, et à ce moment-là, vous dites au ministre que vous ne me voulez pas, c'est tout à fait votre droit, monsieur Chevaux. Voilà, ce qui veut dire qu'on était déjà dans une passe d'armes tous les deux. Voilà, et je dis, maintenant, on peut faire peut-être autre chose, on peut essayer de faire connaissance et de déjeuner ou de dîner ensemble, et puis de voir un petit peu ce que l'on peut faire peut-être. Voilà, il me dit, bon, ben, ok, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on a déjeuné, ça s'est bien passé. Alors, pour l'anecdote encore, parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé, donc il a envoyé une note au ministère en disant qu'à 70%, il considère que je pouvais être secrétaire général, c'est-à-dire qu'il m'a évolué, que je me suis pris c'était pas l'étoile de David, mais un pourcentage dans la tronche, pour parler familièrement encore une fois. Donc, et on en discutait très récemment d'ailleurs. Bon, Michel est très très particulier. Il a considéré par rapport à ma façon de me comporter, par rapport à mon passé, par rapport à mes capacités administratives, que je pouvais faire quand même un secrétaire général à 70%. Bon, après, ça s'est très très bien passé entre nous. Ça a été un excellent tandem de professionnels. Voilà. Sur l'INSEP, j'ai constaté, en fait, quand j'étais secrétaire général, j'ai découvert l'INSEP. Voilà, et je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de services et des tas de possibilités donc, dans l'établissement, donc l'établissement national, qu'on appelle le temple du sport de haut niveau, effectivement. Et je reconnais que quand j'étais entraîneur national et directeur national de l'escrime, donc je n'étais pas conscient de cela, de ces possibilités. Donc sur le plan de la biomécanique, sur le plan médical aussi, sur un ensemble de choses avec des spécialistes qui sont là. Bon, sur le plan de la recherche, voilà, des spécialistes qui sont là qui auraient pu m'aider d'une part, et puis qui obligatoirement apportaient quand même un plus d'une façon considérable, parce que la compétence était là et la passion aussi. Donc on faisait partie de la même famille. Mais il n'y avait pas cette coordination qui était absolument nécessaire à cette époque-là. Alors je ne sais pas si elle existe maintenant, mais ça n'empêche que donc, moi je fais l'article de l'INSEP. Il n'y a aucun problème à ce sujet, surtout après avoir vu des établissements à l'étranger, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé à ce sujet. Donc que ce soit en Australie, que ce soit au Canada, que ce soit en Allemagne, on a un établissement qui est top niveau, qui est performant, qui mérite des améliorations, bien entendu, comme toujours. Alors, Jean-Michel, on va continuer sur la chronologie de ton parcours. Après l'INSEP, tu intègres en 2001, en tant que directeur technique national à nouveau, la Fédération française des sports de glace. Alors, ça m'étonne un peu. Pourquoi c'est arrivé à la Fédé des sports de glace ? Alors c'est totalement étonnant effectivement, mais alors j'étais secrétaire général de l'INSEP, j'avais quitté quand même le sport de haut niveau. Et là, ce n'est pas moi qui ai voulu aller au sport de glace, c'est
mes copains de la PO, et notamment Bernard Borandi, donc, qui ont proposé à Didier Gaillaguet mon nom, dès lors que son directeur technique national venait de partir. Voilà. Et donc, et pourquoi pas au Pradec, etc. Bon, alors, le problème du sport de glace, c'est qu'il y a beaucoup de disciplines. Et que si un spécialiste d'une discipline est nommé, donc ça ne marche pas obligatoirement avec les autres, parce qu'il y a de la concurrence, il y a de la rivalité, il y a du dénigrement aussi, bon, parce qu'il y a, comme dans beaucoup de sports, les sports nobles, par exemple, dont je citerai pour l'escrime. Bon, le fleuret, c'était un peu la race des seigneurs au sein de l'escrime. En équitation, je pense que le saut d'obstacle, c'est la race des seigneurs, etc., etc. Et donc là, c'est le patinage artistique notamment. Et donc, si on mettait quelqu'un du patinage artistique, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit d'ailleurs après aussi, avec Robert Durville, bon, ça ne collait pas. Et on avait besoin d'un directeur national qui ne soit pas un homme de l'art d'une certaine façon, ce qui a arrangé quand même un petit peu tout le monde, et particulièrement le président de la fédération, qui était Didier Gaillaguet à l'époque, mais qui soit capable de manager quand même le sport de haut niveau, en connaissant le sport de haut niveau, même s'il ne connaissait pas d'une façon technique et précise donc ce sport, ce qui était mon cas. Donc je suis arrivé à la Fédération des sports de glace parce que un poste de directeur technique national, bon, ça m'intéressait, puis après en avoir parlé avec Didier Gaillaguet, bon, très beau sport, sport magnifique, donc je suis venu dans ce monde-là. Mais ce n'est pas mon monde. Voilà. Et le management et l'équipe que j'avais, donc avec Méry Saint-Géniès notamment, donc ça, et Anne-Marie Clémençon, bon, ça marchait, j'avais une bonne équipe au niveau de la direction technique nationale, mais le patron de la technique était quand même, à l'évidence, le président de la fédération, Didier Gaillaguet. Voilà. Au fil du temps, ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché parce que je n'avais pas les 4 mètres d'atout que je ne demandais pas sur le plan de la technique, mais sur le plan de l'esprit, du comportement, avec comment dirais-je, ces jugements subjectifs qu'il y a. C'est un monde particulier, c'est un monde magnifique. Hein, c'est la glace. Je disais, lorsque j'ai reçu la Légion d'honneur, donc je parlais un petit peu des deux, et je disais, il m'est arrivé de m'embêter donc au bord d'une piste d'escrime, je me suis jamais ennuyé au bord d'une patinoire. Voilà, parce que c'est au-delà du sport, qui est un sport très, très compliqué, très dur, très mobilisant, donc un spectacle, c'est merveilleux. Voilà, alors, au sport de glace, j'ai fait un passage. Voilà, j'étais directeur national pendant 2 ans et demi ou 3 ans, je crois, avec les Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002, voilà, où Marina et Gwendal gagnent en danse, où il y a aussi donc un gros problème qui a défrayé la chronique. Puis après, j'ai quitté les sports de glace pour aller en la préparation olympique. Alors, en 2003, tu rejoins à nouveau le ministère de la Jeunesse et des Sports. En tant que directeur adjoint puis directeur du GIP CEPO, donc alors, le groupement d'intérêt public de la préparation olympique. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que personnellement, je ne serais pas capable de dire quelles sont les missions de ce groupement. Alors, la mission de la préparation olympique, c'est une cellule qui a été créée donc en 1988, 1985. Enfin, les premiers patrons étaient 3 directeurs techniques nationaux qui étaient, je n'ai parlé tout à l'heure, Pierre Guichard, Jean Pozobut et Bernard Borandi. En fait, c'est Christian Bergelin qui a créé cette cellule à l'instigation de son conseiller, qui est l'ancien directeur technique national de la Fédération française de la natation, Gérard Garoff, voilà, qui était d'ailleurs président de l'association des directeurs techniques nationaux. Et c'était pour booster, en fait, la préparation olympique des fédérations, à savoir que c'est une cellule qui a été créée pour faire en sorte d'avoir une relation directe avec les techniciens et les patrons d'équipe qui étaient les directeurs nationaux,
avec donc des moyens financiers qui avaient été donnés à cette cellule pour faire en sorte d'aider les athlètes de haut niveau, d'aider à préparer de véritables stratégies, donc d'une façon conçue d'une façon extrêmement professionnelle, de professionnel à professionnel, entre les anciens directeurs nationaux qui étaient en fait qui avaient été les grands patrons tous les trois, et les directeurs nationaux qui arrivaient. Donc, ils avaient aussi pour mission d'aider le ministère à choisir les nouveaux directeurs nationaux. Voilà. Alors, la cellule de préparation olympique était en fait la patronne du sport de haut niveau, à mi-chemin entre le ministère dont elle était le bras armé et le comité olympique qui, au début, donc, n'a pas du tout apprécié donc, la création de cette cellule. Il avait l'impression, par rapport au département de haut niveau du comité olympique d'ailleurs, donc d'une rivalité et d'une prise en compte du ministère de la préparation olympique dont le comité olympique considérait que c'était sa chose. Voilà, et son job et sa fonction. Voilà. Donc ça a permis de booster, en fait, c'est à partir de là que les résultats se sont améliorés à partir des Jeux Olympiques de Séoul 88. Donc d'ailleurs, la cellule de préparation olympique a commencé à être présente aux Jeux Olympiques 88 aussi, d'hiver de Calgary, où a été créé le premier des clubs français. C'est la mission olympique qui a créé le Club France. Alors c'était une petite unité avec trois techniciens, donc il y en a eu d'autres par la suite, mais ça n'a jamais été extrêmement développé, avec 2 secrétaires, une au départ, et après, bon, c'est devenu l'Agence nationale du sport actuellement. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Dans la mission, oui, bien sûr, la mission est toujours la même, mais là, j'ai que comprendre qu'à l'Agence nationale du sport, me semble, il y a 70 personnes. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas 10 personnes quand même à la préparation olympique. Alors on appelait ça une opération commando quand même. Alors j'ai intégré cette cellule en tant que directeur adjoint. J'ai moi-même fait une proposition au ministère pour m'embaucher comme chargé de mission auprès du cabinet pour créer donc un groupement d'entraîneurs de cadres techniques internationaux. Voilà. Et donc, j'ai considéré que quand un cadre technique, entraîneur national ou directeur national qui a une expérience, qui a une réputation, donc arrête, c'est pas pour autant qu'il n'est pas bon. Alors, j'avais développé quand j'étais directeur national de l'ESRIM, puis plus tard aussi au comité olympique, donc la relation internationale. C'est-à-dire que j'avais envoyé beaucoup de mes maîtres d'armes à l'étranger pour entraîner. Moi-même, j'ai fait un long séjour en Chine, par exemple, où j'ai entraîné une nana qui est devenue championne olympique à Los Angeles, qui a tapé mes nanas, tu vois. Voilà. Et donc, je considérais que les Français, les cadres techniques français qui ont un savoir, les 3/4 du temps savent y faire quand ils sont à l'étranger parce qu'ils prennent fait et cause justement pour les équipes qu'ils entraînent. Voilà, j'avais à ce moment-là donc l'idée que si nous faisions ça, si nous rayonnions ce que faisaient d'autres nations et notamment les Allemands et les Canadiens, tu vois, c'était favorisant pour la réputation du sport français. Et puis aussi, ces contacts donc, nous permettaient d'avoir quand même une présence affirmée en compétence et reconnue en compétence. Voilà, ce qui est souvent toutefois le cas. En tout cas, dans mon sport, il y a quand même pas mal d'entraîneurs français qui sont à l'étranger. Tu vois. Voilà. Et donc, j'ai proposé au ministère la création d'un corps de cadres techniques internationaux. Mais je suis resté 1 an et demi au ministère, je n'ai pas pu finaliser cela. J'avais commencé à prendre contact avec les fédérations. Alors, c'était d'accord pour avoir un cadre technique international à l'intérieur de la fédération qui aurait favorisé cela. D'autres étaient d'accord pour avoir... Alors, le cadre technique international à l'intérieur de la fédération, c'est-à-dire que tel pays demande... Moi, par exemple, quand j'étais à la Fédération française d'escrime, à un moment donné, la Chine a demandé donc que ces équipes soient reçues en France et entraînées par un entraîneur français. Ça a été mon cas en 1980. Voilà. Ensuite, donc, ils ont demandé que le dit entraîneur, donc c'était moi, donc vienne en Chine pour les entraîner
et développer l'escrime en Chine, ce que j'ai fait. Et donc, cette mission a été formidable. Au même titre que je t'ai dit que lorsque j'allais passer entraîneur national du sabre, je suis parti 17 jours en Union soviétique, où j'ai pondu un rapport vraiment, disons, conséquent, et qui m'a permis de finaliser mon idée d'embaucher un entraîneur national étranger qui était le Hongrois. Tu vois, voilà. Alors, j'ai considéré que cette relation avec l'étranger, avec des cadres techniques qui avaient été excellents, et qui donc sont en déshérence le jour où tu arrêtes, tu es un peu, tu sais pas où tu en es, alors que tu es encore bon, quoi, tu vois. Et là, quand j'en parlais à mes collègues entraîneurs nationaux des ETN, ils étaient emballés, ils disaient putain, oui, ça nous permet de continuer à développer justement notre savoir et d'apporter nos compétences ailleurs, etc. Mais je suis parti avant que cette chose-là soit finalisée. Au sujet de la préparation olympique, il est important pour moi de dire quelle était ma perception. J'ai assisté au début de la création de ce qu'on appelait une cellule au départ, qui était une opération commando, avec 3 directeurs techniques nationaux qui avaient été les grands patrons, c'est-à-dire Pierre Guichard pour le judo, Bernard Borandier pour l'aviron et Jean Pouzebut pour l'athlétisme. Et lorsque j'ai rejoint cette unité, qui était dirigée à ce moment-là par Alain Mouchel, l'ancien directeur technique national du handball, avec comme collaborateurs Marie-Laure Graille et Patrick Monnier, je me suis retrouvé dans un ensemble qui était quand même un petit peu différent par rapport à la préparation d'origine. Laquelle préparation d'origine avait été vraiment le bras armé du ministère créé par Christian Bergelin, le ministre Christian Bergelin, à la demande d'ailleurs de Gérard Garoff, qui était son conseiller et qui était l'ancien directeur technique national de la natation, un grand bonhomme, qui était le président de l'association de l'ETN aussi. Donc l'APO a été créée en termes de nécessité pour booster les résultats de notre pays, considérant que lorsqu'il y avait une possibilité de relation avec des collègues directeurs techniques nationaux pour les directeurs techniques nationaux, c'était quelque chose qui permettait premièrement de se comprendre, deuxièmement d'être dans un rapport d'homme à homme qui était parfois sévère, à savoir que moi, il m'est arrivé de voir Bernard Borandier ou Jean Pouzebut dire à un DTN, écoute, ton truc, ça va pas, ta stratégie, c'est... Alors, je vais caricaturer, mais il parlait comme ça, évidemment, entre sportifs, ton truc, c'est de la merde. Bon, donc, il faut revoir ça, si tu en conviens. Et les directeurs nationaux en question en convenaient dans la mesure où ils avaient affaire à de tels collègues. Alors j'ai dit qu'il y avait une rivalité entre la cellule de préparation olympique et le comité olympique. Le fait est que Nelson Payou n'a pas du tout apprécié cette création, considérant que son département du haut niveau, qui était dirigé d'ailleurs par l'ancien DTN à l'époque, c'est-à-dire Henri Courtide du judo, qui était une légende, était capable de faire ce que faisait l'APO. Loin s'en faut. Voilà. Et loin de là, parce que la préparation olympique a bénéficié de crédits, de financement, d'une autonomie, tout en étant le bras armé du ministère. Christian Bergelin leur avait dit « vous y allez, vous avez ma confiance ». Et il se trouve que petit à petit aussi, l'APO donc, est entrée dans les mœurs et s'est intégrée aussi avec l'esprit du comité olympique. Je dirais même, pour avoir été moi-même au comité olympique, que c'est le comité olympique qui a rejoint l'APO. Alors, à preuve, c'est que le directeur de l'APO des Jeux Olympiques de l'Île-la-Mer notamment, donc, a été le directeur de cabinet de Nelson Payou, c'est-à-dire Joël Delplanque. Voilà. Alors, donc, à ce moment-là, il y a une symbiose qui a été faite et l'ensemble a marché de concert. Nous avons travaillé de concert. Il n'empêche que le groupement de la préparation olympique était vraiment un élément essentiel, un élément moteur qui a permis d'améliorer les résultats et surtout de coordonner toutes les directions techniques nationales avec les dirigeants, bien sûr, avec le comité olympique. Et c'est entré dans les mœurs et c'est institutionnel et institutionnalisé aujourd'hui, bien que ça ait changé, puisque c'est l'Agence nationale du sport, ce qui est quelque chose de différent, c'est-à-dire beaucoup plus élargi, moins confidentiel, moins...
j'ai du mal à le dire, j'allais dire moins amical, c'est-à-dire que entre les directeurs techniques nationaux, il y a une sorte une complicité, une fraternité qui est là. À partir du moment où c'est un grand ensemble, c'est un petit peu différent et quand même plus administratif qu'opérationnel sur le terrain. Voilà, c'était les hommes de terrain qui étaient les patrons des hommes de terrain. Tout ça, évidemment, sous la férule du ministère et du comité olympique conjoint, donc, au sein de la Commission nationale du sport de haut niveau. Je tenais à apporter cette précision. Et quand je suis arrivé, j'ai donc participé avec les personnes que j'ai citées, Mouchel, donc Marine Orgraille et Patrick Monnier, à des bilans que nous avons faits, à des présences où nous étions sur le terrain. Et ça rejoignait un petit peu ce que je viens de dire en termes de relations de gens et de techniciens du même bord. On parlait le même langage. C'est très important. À l'issue de mon passage à la préparation olympique, il me restait 2-3 ans à faire avant de terminer ma carrière, en fait, avant de prendre ma retraite. Je suis repassé au ministère et à ma demande, dans la mesure où, quittant la préparation olympique, il fallait pour moi que j'ai un poste qui convenait à ce que j'avais fait déjà d'une part, et puis à l'énergie que j'avais encore, et c'était surtout dans le domaine du haut niveau. Alors j'ai écrit au ministère, j'ai écrit à Bernard Laporte, en lui faisant part de mon souhait d'intégrer le ministère et d'avoir un poste de responsabilité en ce qui concerne le haut niveau, mais que j'avais une idée, un projet, donc, que je voulais lui soumettre. Et je lui ai soumis, ce projet, c'était de créer un corps de cadres techniques internationaux. Pourquoi un corps de cadres techniques internationaux? J'avais à l'escrime beaucoup développé donc, la présence des maîtres d'armes français à l'étranger en termes de pédagogues, d'entraîneurs et de techniciens français qui ont fait des stages. Voilà, à la demande des pays en question, par le biais aussi de la solidarité olympique du Comité international olympique qui demandait donc à certains pays de participer auprès de pays émergents. Et donc j'avais développé ça. Et moi-même, j'ai fait énormément de missions de ce point de vue-là, en Chine, au Venezuela, aux États-Unis, au Maghreb et également en Union soviétique. Bon, et je me suis rendu compte à quel point, à ce moment-là, donc cette intervention était positive, efficace, et à quel point étaient bien reçus les entraîneurs français, parce que l'entraîneur français s'adapte totalement au pays dans lequel il intervient. Donc il prend fait et cause pour ces populations qu'il entraîne. Donc j'ai remarqué totalement, par exemple, au Venezuela, quand j'y suis passé au Brésil. Et là, il s'agissait du rayonnement de la technique française dans des sports considérés, qui étaient des sports donc majeurs. Quand je dis majeurs, c'était dans lesquels nous brillons. Et ce rayonnement rejaillissait sur nous après dans les compétitions internationales. Donc la France était considérée, les techniciens français étaient considérés. Parfois, ça a aidé même au niveau de l'arbitrage, parce qu'on disait, bon, ça on est français, ils connaissent, etc. Alors, il m'a semblé que si nous créions un corps de cadres techniques internationaux qui développait justement cela, ce serait intéressant au titre que je viens d'énoncer. Et en fait, un entraîneur national ou un directeur national, vraiment technicien, qui cesse ses fonctions fédérales, je ne dis pas qu'il prend sa retraite, mais qui cesse ses fonctions fédérales et qui, en fait, doit être reconduit dans une autre fonction, dans un autre poste, et n'est pas pour autant tel le poulet yaourt jetable. Il garde toujours sa capacité, sa technicité, et il a peut-être envie, ou pas, à moins qu'il soit rincé, évidemment, donc de continuer dans cette voie dans laquelle il a excellé. Et quand j'en parlais avec mes collègues entraîneurs nationaux de tous les sports, ils disaient « Mais tu as tout à fait raison, moi j'aimerais bien à ce moment-là faire des missions à l'étranger, aider certains pays, certains athlètes, etc. etc. » Et c'est ce que j'ai proposé au ministère, qui a accepté
donc, que je travaille le sujet. Alors, j'ai travaillé le sujet, j'ai contacté les fédérations en leur demandant d'envisager d'avoir un cadre technique international au sein de la fédération concernée, et qui n'aurait pas été peut-être dans le staff de la direction technique nationale, mais à la périphérie. Et puis, ça a commencé à prendre forme. Et sur ces entrefaites, je suis parti parce que j'ai pris ma retraite. Et le projet n'a pas été continué par qui que ce soit, tant il est vrai que une œuvre n'est jamais portée totalement et complètement que par son auteur. Voilà. Et j'ai pris ma retraite et je suis passé à autre chose. Alors, tu es passé à autre chose à la retraite, mais tu n'as pas pris ta canne à pêche pour aller au bord de l'eau pêcher des poissons. Tu as commencé un nouvel engagement en fait dans le monde associatif. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Voilà. Alors, le monde associatif, je l'avais connu, à savoir que dans ma carrière, en fait, j'ai fait beaucoup de choses dans la palette des actions que peut faire une personne. Je ne parle même pas d'un technicien, je parle d'une personne. Et par exemple, j'étais président du Racing Club de France Escrime, donc j'étais donc dans une attitude de dirigeant bénévole, donc j'étais dans le monde associatif. Et surtout, on est venu me chercher pour prendre la présidence de la Fédération nationale des Joinvillais. Alors, les Joinvillais, ce sont ceux qui ont fait le bâtiment Joinville. Ce sont aussi des gens qui adhèrent aux valeurs, aux fameuses valeurs de l'école de Joinville, qui a été créée en 1852, la première école de formation de cadres sportifs dans notre pays, qui était donc une école militaire. Et j'ai pris la présidence de cette fédération un peu à mon corps défendant, je n'avais pas trop envie, puis finalement, je m'y suis mis. Et ce qui est intéressant dans le bénévolat, puis dans ce type de responsabilité, c'est qu'on peut faire passer les messages, on doit, je l'ai estimé en termes de devoir, on doit faire passer les messages, sinon c'est pas la peine d'être là. Voilà, donc moi j'étais pas là pour gérer les Joinvillais avec la fourragère militaire, les chrysanthèmes, etc., etc. La mémoire, c'est très très important et je l'ai ô combien respecté par rapport à tout ce qui était passé dans cette unité, le bâtiment Joinville. Et ils ont été des milliers de jeunes gens qui ont fait leur service militaire au bâtiment Joinville. J'ai été entraîneur au bâtiment Joinville, comme tu le sais. Voilà. Et là, je me suis mis à écrire par rapport aux Jeux Olympiques. J'ai ramené les résultats aussi actuels, contemporains, dans la revue New Look que j'ai créée pour faire en sorte que la jonction s'opère entre cette fédération et d'une certaine façon entre le monde militaire et le monde civil. Ce qui est ô combien normal dans la mesure où, de surcroît, le bâtiment Joinville a été recréé sous une autre forme récemment et ce qu'on appelle l'armée des champions était complètement omniprésente aux Jeux Olympiques de Paris, par exemple. Voilà. Alors, en termes de bénévolat, j'étais avec, disons, 500 personnes environ et un groupe rapproché autour de moi qui était, je le confesse, je l'avoue, lamentablement composé majoritairement d'escrimeurs. Voilà. Et ce travail que nous avons fait, qui était un travail d'information, qui était aussi donc, une créativité, puisque j'ai créé par exemple un trophée qu'on appelle le trophée Janus, que j'ai appelé le trophée Janus. Et ce trophée met en exergue la relation entraîneur-entraîné. Ce qui veut dire que là, j'étais totalement dans le prolongement de la carrière que j'ai faite, pour avoir été moi-même entraîneur et athlète de haut niveau à une certaine époque, et puis pour avoir côtoyé ô combien les athlètes et les entraîneurs de tous les sports, cette relation entraîneur-entraîné que je trouve essentielle, que je trouve fusionnelle, que je trouve positive quand dans certains couples, ô combien, par exemple, Jean Galfione et Maurice Ouvion, j'ai pensé qu'il fallait la reconnaître, en parler, au même titre que tout ce qui se passe dans le sport mérite pour certains ou pour certaines donc de la reconnaissance et qu'on parle d'eux
Donc en bien, à savoir qu'il y a toujours des stars, mais il y a toujours aussi des oubliés. Par exemple, je dirais, ça me vient à l'esprit comme ça, qui se souvient que Laurent Boudouani a été médaille d'argent en boxe aux Jeux Olympiques de Séoul, etc., etc. Et donc, dans le bénévolat auquel j'ai adhéré, je me suis mis en devoir de faire en sorte que certaines personnes soient distinguées, mais distinguées avec des distinctions nationales aussi. Hein. Voilà, et ça, tu ne peux pas savoir, on ne peut pas savoir à quel point donc ça réconforte des gens qui, avec le temps, et c'est un petit peu normal, donc partent dans les oubliettes de l'histoire. Il y a eu l'histoire, mais cette histoire, pour moi, elle est permanente, elle est contemporaine, et je me suis attaché à me comporter comme ça par rapport à la carrière que j'ai faite et par rapport je dirais à mes capacités, puisque je suis quelqu'un qui écrit volontiers, et c'est du liant, et c'est important. Voilà quel a été mon engagement bénévole que je viens à peine de cesser d'ailleurs en ce qui concerne Joinvillers. Et c'était l'objet d'une revue. Hein, voilà. Merci beaucoup Jean-Michel pour avoir narré ton parcours comme ça de manière si passionnante. J'ai quand même une dernière question pour toi. Tu es modeste donc tu ne les as pas mentionnées, mais tu as reçu beaucoup de distinctions honorifiques nationales et associatives. Donc on n'est pas loin de 15 distinctions. Je vais quand même citer les nationales. Tu es chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, tu es chevalier de l'ordre national du mérite, officier des palmes académiques, médaille d'or de la jeunesse et des sports, et puis il y en a d'autres dans le milieu associatif, dont médaille d'argent de la ville de Paris. Je ne vais pas tous les citer. Est-ce que ces distinctions sont importantes pour toi ? Est-ce que tu considères que ton parcours a été récompensé à sa juste valeur ? Voilà. Est-ce que tu y vois une réelle valeur ou est-ce que c'est un petit peu accessoire pour toi ? Alors, pour moi, ce n'est pas accessoire, mais ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas accessoire parce que je serais faussement modeste ou humble à ce sujet. Je ne fais pas partie de ceux qui n'ont pas été, qui n'étant pas honorés, disent ouais, de toute façon tout ça je m'en fous, etc. Bon, moi je pense que une distinction nationale est importante quand elle est méritée, quand on considère soi-même d'ailleurs la mériter, parce que ce qui est très important à dire, c'est que je ne les ai jamais demandés. Voilà, bon, même d'une façon souterraine, voilà, à chaque fois, on m'a honoré. Ce sont les personnes qui ont demandé pour moi ces distinctions. Voilà. Alors, je suis fier de les avoir, parce que, premièrement, ce sont celles de mon pays. Voilà, et les 3 distinctions nationales qui sont la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite et les palmes académiques, donc avec en plus la médaille de la jeunesse et des sports, elles me font plaisir, elles m'honorent, mais elles honorent aussi toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. Elles honorent ma famille, bien sûr, et je les ai acceptées volontiers. Voilà, donc c'est difficile d'en parler comme ça, en essayant d'être modeste, alors que je n'ai aucune modestie à avoir à ce sujet. Bon, je suis content de les avoir, et je pense que par rapport à ce que j'ai fait, et je ne parle pas en comparaison par rapport à d'autres, en disant je mérite plus que d'autres, etc. Pas du tout. Pas du tout. Je mérite comme d'autres, donc, et je les ai. Et ça a à chaque fois fait l'objet d'une cérémonie vraiment très sympathique, où beaucoup de gens étaient là, notamment pour ma Légion d'honneur. Donc c'était incroyable, le comité olympique. Et ça s'est passé dans la bonne humeur, dans la joie, et cette distinction, elle était absolument partagée par les 300 ou 400 personnes qui étaient là lorsque j'ai eu la Légion d'honneur au comité olympique notamment. Voilà, c'est un beau moment. Merci beaucoup Jean-Michel, à très bientôt. Merci à toi Sylvain. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.